En 880 après Jésus-Christ, les peuples slaves du Nord-Est sont tiraillés par des guerres incessantes, par des jeux d'alliances et des intrigues politiques. Désespérés, ils en viennent à appeler le Vareg Riurik, qui proclamera la création de la principauté de Novgorod en 882. De cet état découlera la Russe de Kiev. Ancienne entité slave, elle jouera un rôle important dans le temps et aboutira à l'émergence des premiers tsars. Dans cette série d'épisodes, nous retracerons l'histoire de l'apparition de la Russe de Kiev jusqu'à la création du pays le plus vaste du monde, la Russie. « 793, Angleterre. Dans le royaume de Northumbrie, sur une petite île au nord-est de l'Angleterre se dresse le monastère de Lindisfarne. Fondé en 635 par saint Aidan, ce lieu est un centre religieux important qui deviendra la base de la christianisation du nord de l'Angleterre. Le monastère attire de nombreux croyants et reçoit beaucoup de donations. À l'intérieur, les moines réalisent leurs tâches quotidiennes, comme la recherche et la louange à Dieu, la lecture et l'écriture de manuscrits, ou encore le travail manuel comme la production de nourriture pour la communauté. Le 8 juin 793, l'un des religieux aperçoit au loin une flottille d'étranges bateaux, longs, fins, de forme inhabituelle, traversant les vagues comme si rien ne pouvait les arrêter. Les moines, dans l'incompréhension la plus totale, restèrent intrigués par ce qu'ils voyaient. Soudain, des embarcations accostèrent à l'est de l'île. Une centaine d'hommes descendent et rejoignent le monastère. L'événement prend une tournure tragique. Les moines se font massacrer. Les lieux saints sont pillés de leurs richesses et le monastère finit par être incendié. Au bout de quelques heures, les survivants sont capturés et réduits en esclavage. Ne laissant que des flammes et des cadavres derrière eux, les hommes reprennent la mer et s'en vont, chargés de leur butin, disparaissant dans l'immensité de l'océan. La nouvelle est un choc dans le monde chrétien, et tous se posent la même question. Qui a pu faire cela, et pourquoi ? À la cour de Charlemagne, le savant Alcuin parle avec mépris. Des païens venus du Nord, des misérables pillards qui profanent les lieux saints, s'emparent de tous les trésors de la Sainte Église, massacrant non seulement les bêtes de somme, mais aussi les hommes de foi. Ce récit témoigne bien du mépris des Occidentaux pour les hommes du Nord, qui dans les années qui vont suivre, subiront une vague de règles qui touchera toute l'Europe. La période que l'on appelle alors l'âge Ventel laisse place à l'ère des Vikings. Pour mieux comprendre, nous devons nous poser la question : qui sont les Vikings ? Le terme viking est un dérivé du latin vicus, qui peut se traduire par commercer ou marchander. Aussi appelé vareg pour les Suédois, ils correspondent à un ensemble de peuples vivant en Scandinavie, norvégiens, danois et suédois. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces peuples païens pratiquaient l'élevage et l'agriculture, maîtrisaient la métallurgie et étaient réputés pour leur poésie dite skaldique, racontant les mythes de leurs dieux comme Odin, Thor, Freya et bien d'autres. On sait qu'ils étaient organisés dans un système de cheffrerie, où il y avait différentes couches sociales. Tout en haut de l'échelle, on peut retrouver le Jarl et sa compagne, qui avaient le rôle de dirigeants. Ensuite, ce que l'on nomme les Boender, composés de propriétaires terriens, d'ouvriers qualifiés, ayant le droit de porter des armes. Puis des fermiers, des ouvriers, des artisans, considérés comme des hommes libres comparables à des serfs. Et enfin, tout en bas, les esclaves, qui quant à eux n'avaient aucun droit.
les hommes libres pouvaient aller au Things, une sorte d'assemblée où étaient réglées les disputes et les décisions politiques qui seront prises. Avec le temps, les Vikings se spécialisent dans le domaine de la navigation, privilégiant le commerce, tout en utilisant les kopskips, à ne pas confondre avec les landskips, qui quant à eux servaient pour la guerre mais étaient plus exploités pour le transport que pour les combats. Tout comme le terme drakkar qui ne représente pas tous les navires vikings, mais correspondent à ceux qui possédaient une proue en forme de tête de dragon. À l'aide de ces différentes embarcations, ils pouvaient naviguer en mer ou sur des fleuves, leur offrant une grande mobilité. Leur poids assez léger permettait même de les porter sur terre. Tous ces avantages leur offraient plusieurs opportunités, comme lancer des raids, commercer et même explorer de nouvelles terres au-delà du monde connu. Au milieu du 8e siècle, les Varegs commencent à créer des routes commerciales par voie fluviale en direction du sud. Entre-temps, certains fondent des avant-postes sur les terres des pays slaves. Vers 843, l'affaiblissement du califat abbasside oblige les Varegs à utiliser de nouvelles routes commerciales. Ainsi, le commerce avec Constantinople devient de plus en plus florissant, privilégiant la route du Dniepr à celle de la Volga. Avec l'aide des chroniques des temps passés de Nestor, nous pouvons retracer le chemin parcouru par les Varegs. Partant du golfe de Finlande, ils rejoignent le lac Ladoga. Ils suivent la Volkhov jusqu'au lac Ilmen. Passant par la Lovat, ils pouvaient accéder au Dniepr après un portage de navires. Et enfin, arriver à la mer Noire, leur donnant accès à Miklagard, dit la grande cité, plus connue sous le nom de Constantinople. De là, ils pouvaient échanger différentes ressources, comme de la fourrure, du miel, du bois, des esclaves, principalement des slaves réduits en esclavage, le plus souvent contre de la soie, des épices, du vin, des bijoux et des métaux précieux. Au même moment, ces terres traversées par les Varegs sont habitées par différents Slaves, appelés Gordariki par les hommes du Nord. Traduit par pays des cités, il est composé de différentes tribus. Nestor nous cite les Polanes, situés près du Dniepr, les Drevlianes qui habitaient au milieu des bois, des Dregovitch entre la Pripet et la Divna, des Slaves du lac Ilmen qui fondèrent Novgorod, des Sévériens entre la Desna, la Sème et la Soula, des Vès vers le lac Blanc ou encore des Mériens près du lac Rostov, et bien d'autres. Vers 853, ces peuples affaiblis par des guerres incessantes se voient imposer un tribut par les Varegs en plus de celui du Khaganat khazar pour l'accès au commerce de la mer Noire. Des années plus tard, vers 860, les peuples slaves du Nord chassent les Varegs et ne leur versent plus de tribut. De là, ils se mettent à s'autogouverner. Mais peu de temps après, des querelles apparaissent, se transformant en guerre pour la supériorité sur les autres tribus. Cela nous montre bien les dissensions et l'affaiblissement des peuples slaves à cette époque. Il ne manque plus qu'une étincelle, l'arrivée d'un personnage qui ferait tout basculer. Nous venons de voir que les tribus slaves sont affaiblies par des guerres, imposées financièrement, trop faibles pour lutter contre la pression exercée par le Khaganat khazar au sud et par les Varegs au nord. En 860, un guerrier Vareg du nom de Riorik s'apprête à s'emparer du pouvoir. N'ayant que peu d'informations sur ce personnage, on sait qu'il serait né aux environs de 830. Nous savons qu'il fut marié à une certaine Ingrid de Hullman, qui plus tard lui donnera un fils nommé Igor. Peut-être était-il un chef de clan, à vrai dire nous n'en savons pas davantage.
La chronique des temps passés, racontée par Nestor, un moine vivant au début du XIIe siècle, voudrait que les Slaves, trop faibles, demandèrent à être gouvernés par un chef vareg qui fut Riurik et ses 2 frères, Cinéus et Trouvor. Notre pays est grand et riche, mais il n'y a point d'ordre parmi nous. Venez donc nous régir et nous gouverner. Dès lors, Riurik fonde la ville de Ladoga. Cinéus s'installa sur les bords du lac Blanc et occupa Belozersk. Quant à Trouvor, il se mit à gouverner la ville d'Izborsk. Fait réel ou légende, quoi qu'il en soit, Riurik s'empare de Novgorod par la diplomatie ou par la force. Plus tard, Cinéus et Trouvor moururent pendant les 2 années qui suivirent. Pour la toute première fois dans l'histoire, le vareg Riurik crée la principauté de Novgorod, rassemblant plusieurs villes comme Ladoga, Izborsk, Belozersk, Polotsk ou encore Rostov. Directement au pouvoir, Riurik les distribuera à ses fidèles, des boyards, terme désignant des nobles de haut rang dans la société slave. Parmi ces boyards, 2 hommes nommés Ascol et Dir partirent de la principauté vers le sud, en direction de Constantinople. Après la création de la principauté de Novgorod par Riurik, 2 de ses boyards, Ascol et Dir, partirent en direction de Constantinople. Sur leur trajet, après avoir franchi le Dniepr, ils aperçoivent une montagne surmontée d'un château. Se renseignant auprès des habitants, ils apprennent que le château appartenait à 3 frères, Ki, Tchek et Koriv, qui fondèrent la ville tirée du nom de l'aîné, Kiev. Les 3 frères étant morts, Ascol et Dir s'accaparent la ville avec ses alentours. Vers 860, occupant la ville de Kiev et ses alentours, Ascol et Dir auraient rassemblé une armée de varegs et Vok en direction de la capitale byzantine. En juin 860, la flotte vareg composée de 200 navires, soit environ 5000 hommes, pénètre dans le Bosphore. Ils se mettent à piller les faubourgs maritimes de Constantinople, brûlent les habitations et massacrent les habitants. Apeuré, le patriarche Phocius demande aux citoyens de prier la Sainte Vierge pour sauver la cité qui se retrouve sans défense. Au même moment, l'empereur Michel III est en pleine expédition contre les Arabes d'Anatolie. Utilisant la plupart des troupes et de la flotte byzantine, personne ne peut arrêter les raids varegs qui désormais se déplacent en direction des îles des Princes. Selon les récits, après avoir ravagé les îles, 22 serviteurs du patriarche auraient été capturés et découpés en morceaux. La légende voudrait que l'empereur, après être entré en toute hâte, avait prié toute la nuit avec le patriarche Phocius. Soudain, une tempête serait apparue et aurait détruit tous les navires ennemis. Malheureusement pour les Byzantins, l'histoire est tout autre. Les varegs, chargés de leur butin, seraient repartis dans le nord, après avoir ravagé les alentours de Constantinople. Au fil du temps, le raid sur Constantinople par Ascol et Dir sera remplacé par la légende de la soi-disant tempête, récit sûrement imaginé pour sauver l'honneur de l'Empire. Le raid de Constantinople nous montre bien l'incapacité des rois et des empereurs à contrer les actions de pillage des Vikings. Des années plus tard, après la réussite du raid d'Ascol et Dir sur Constantinople, en 879, Riurik s'éteint. Son corps est brûlé selon les anciens rites païens. Après avoir unifié les tribus slaves du Nord et créé une nouvelle principauté, c'est au tour de son fils Igor de lui succéder sous la tutelle d'Oleg, l'un de ses parents. Au fil du temps,
Riurik devient un personnage semi-légendaire, aventurier, conquérant, unificateur, bâtisseur et plus encore. Grâce à lui, le pays commence à s'unifier de plus en plus. Les Varegs et les Slaves se mélangent, aidés par des croyances semi-légendaires. Les dieux Thor et Perun, tous deux dieux de la foudre, se fusionnent. L'assimilation de ces deux cultures fait naître une nouvelle nation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui traitera de la tutelle de l'aigle et du règne d'Igor.